Moi, je ne suis pas contre à cette grâce présidentielle parce que moi, je vois que le prix que la société israélienne paye, 5 ans et demi de procès, on n'a pas fini, hein. Ouais. On n'a pas fini parce que selon mes évaluations, on en a encore pour au moins 2 ou 3 années. Et puis après, il y a les appels. Donc, si vous voulez, ça peut durer 10 ans. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bokerov Daniel, Bokerov pour nos auditeurs. Alors, c'est le cas de le dire pour vous. Vous êtes à Paris et on vous a fait lever de très bons matins alors qu'il fait une nuit noire à Paris pour et nous aider à mieux comprendre cette initiative du Premier ministre Binyamin Netanyahou, cette demande d'amnistie de Binyamin Netanyahou au président Herzog. Alors, on va bien entendu rester avec vous dans le contexte juridique. D'abord, mais une question quand même. Est-ce que vous avez été surpris par la démarche de Binyamin Netanyahou? C'était inattendu ou ça se profilait à l'horizon après la demande du président Trump? Oui, moi je crois que ça se profilait à l'horizon. Je pense que Donald Trump était quelqu'un d'extrêmement calculé, contrairement à ce qu'on croit. Il avait demandé donc cette demande de grâce, qui n'était pas une demande, bien entendu, devant la Knesset, comme on s'en souvient tous, mais avait réitéré à plusieurs opportunités cette demande. Donc on pouvait comprendre que la demande de Donald Trump était avec l'accord de Binyamin Netanyahou lui-même. Et donc, on pouvait s'attendre, même si tout le monde considère que ce qui a été fait hier, c'est un tremblement de terre juridique, mais on pouvait quand même s'attendre à ce que Binyamin Netanyahou dépose cette demande de grâce. Alors, concrètement, on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. On l'a dit, on en a parlé ensemble ces dernières semaines. Pour qu'il y ait une demande de grâce dans l'absolu, il faudrait qu'il y ait une condamnation. Il n'y a pas de condamnation dans le cas précis. Pour qu'il y ait, selon certains, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, une demande de grâce, il faudrait qu'il y ait une forme de reconnaissance, au moins d'une partie de sa culpabilité. Il n'y a pas de reconnaissance de Binyamin Netanyahou de sa culpabilité dans les procès qu'il concerne. Et donc, cela fait de cette demande de grâce une demande tout à fait exceptionnelle. Mais est-ce elle est légale? Elle est légitime? Alors, est-ce qu'elle est légale? Légitime, c'est autre chose, c'est un Oui, point de vue moral. Mais oui, est-ce qu'elle bien est sûr. légale? La réponse est oui, dans le sens où même si c'est exceptionnel, la loi ne demande pas à ce que la personne qui se porte en demande de grâce soit condamnée. La loi parle d'un délinquant. Alors, évidemment, de manière commune, on a l'habitude de penser qu'un délinquant, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné. Mais on ne parle pas d'un délinquant condamné. Donc, a priori, si vous voulez, il est tout à fait possible, même si, je vous le répète, on en parlera un peu plus tard peut-être. Il y a déjà une jurisprudence dans ce cas-là où on a donné grâce à des personnes sur lesquelles on n'avait même pas été mis en examen. Donc, on peut tout à fait considérer que si vous croyez, je le crois également, que cette demande est exceptionnelle, un délinquant, donc ce qui est marqué dans la loi, peut demander une demande de grâce. Alors, que va faire le président Herzog? Est-ce que ses prérogatives, c'est un de ses deux prérogatives, le fait d'abord de pouvoir de mandater un futur candidat au poste de Premier ministre, mais surtout cette possibilité d'accorder la grâce présidentielle. Est-ce que vous pensez que le président, dans la conjoncture actuelle, peut accorder cette demande d'amnistie du Premier ministre? Écoutez, on est dans des conditions exceptionnelles. Et depuis la création de l'État d'Israël, il n'y a pas un seul Premier ministre qui a été en poste, qui a été mis en examen, qui est en train d'être auditionné 3 fois par semaine. Et cela, bon, peut-être pas depuis 5 ans et demi, mais enfin depuis 5 ans et demi, donc son procès est ouvert. Donc, on le sait bien, ça a fait la une de la presse depuis cette période. Il nous paraît tous évident que, contrairement d'ailleurs à ce que Binyamin Netanyahou avait dit sur lui-même, qu'il est très difficile pour lui de pouvoir assumer en même temps la défense d'un procès, mais qui est un procès fleuve, et d'une part, et de la gestion du pays d'autre part. Hein. Il avait prétendu devant la Haute Cour de justice qu'il pouvait faire les deux. On voit bien que c'est très 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 difficile, Oui, surtout dans un pays en guerre, hein, bien entendu. c'était avant la guerre, hein. Il faut rappeler que le Oui, Netanyahou. c'était avant la guerre, bien entendu, mais enfin bon, un Premier ministre d'Israël
n'est toujours jamais loin d'une guerre ou Oui. entre deux guerres. Enfin bon, ça fait partie malheureusement de notre quotidien. Donc si vous voulez, on peut considérer, il y a évidemment des arguments pour et des arguments contre, mais qu'on se trouve dans les cas exceptionnels de l'exceptionnel, c'est-à-dire que en état de guerre, un premier ministre mis en examen qui doit se faire auditionner 3 fois par semaine j'allais dire, je ne crois pas trop au motif de Benjamin Netanyahou qui demande ça pour l'apaisement public. Mais en fait, disons qu'on pourrait considérer que sa demande sera envisagée de manière extrêmement sérieuse par le conseiller juridique ou la conseillère juridique du ministre de la Justice et la conseillère juridique de la maison du président. Donc ça, c'est pas du tout. Je ne dis pas que c'est pas sérieux. Je pense que ça sera considéré de manière extrêmement sérieuse. Alors, est-ce que, et c'est le cas dont on parle aujourd'hui, même ce matin, le président peut accepter la demande du Premier ministre, toutefois en la conditionnant, en posant quelques conditions à ce qu'il l'accepte? Écoutez, ça avait été un peu le cas, mais ça n'a pas été exactement. Je vous ai parlé que dans les années 80, il y a eu cette affaire énorme qui était l'affaire qu'on a appelé de L'affaire de... l'autobus 300, Mhm. où 3 personnes du Shin Bet, donc des services secrets israéliens, avaient été mis en cause. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, mais lors de cette affaire, il n'avait pas été déposé d'inculpation, contrairement à Benjamin Netanyahou. Et le président, qui était d'ailleurs le Le père. père qui était Chaim Herzog, le père de notre président, avait donné la grâce présidentielle à 3 personnes, donc Abraham Shalom, qui était le responsable du Shabak, du Shin Bet, et 2 autres. Et en même temps, ça avait été une sorte d'accord, les 3 avaient démissionné. Donc, je pense que peut-être qu'il serait envisageable de le faire, mais connaissant Benjamin Netanyahou et le caractère de Benjamin Netanyahou, de sa propre volonté, il le refusera, puisque de toute façon, il a tout fait. Et d'ailleurs, il se considère comme innocent, donc de toute façon, il a tout fait pour justement aller au bout de ses procédures, enfin jusqu'à présent, sans être entaché par une condamnation infamante. Donc on peut voir que je crois que les pressions qui se feront, parce que maintenant je crois que on se trouvera dans des questions de pression, j'allais dire un peu politique, sur le président Herzog, d'un côté comme de l'autre, sur des pressions plus d'ordre politique, l'un qui va demander évidemment Benjamin Netanyahu qui va demander un acquittement, une grâce présidentielle totale, et de l'autre côté des pressions d'autres politiciens qui demanderont évidemment à ce que cette grâce sera obtenue. Alors, est-ce que, aux yeux de la loi, le fait de demander une amnistie, même si on ne reconnaît aucune forme de culpabilité, ça induit pas d'une manière ou d'une autre qu'on se considère quelque part comme un peu responsable ou comme un peu coupable de ce que l'on a, des chefs d'accusation? Vous avez absolument raison, Daniel. C'est pas au niveau de la loi. D'ailleurs, c'est marqué il y a dans la jurisprudence, dans cette affaire de l'autobus 300, l'ancien président de la Cour suprême, qui était Meir Shamgar, avait tout à fait dit et avait exprimé qu'on ne peut gracier qu'un délinquant. Donc, si vous voulez, même si la personne n'avoue pas, donc là, c'est clair que Benjamin Netanyahou n'avoue pas, il n'a même pas, dans sa demande hier au président, ne demande même pas la grâce. Et il n'a pas marqué, il n'a même pas formulé ces mots. Il n'y a pas une demande officielle de grâce. Enfin, la demande officielle de grâce, elle a été faite dans le cadre, j'allais dire, informatique. Lorsqu'ils ont déposé leur demande informatique, c'était dans le cadre des grâces. Mais si vous voulez, il n'y a pas une demande de grâce officielle. Mais il est tout à fait clair, et ça là-dessus, il y a une jurisprudence qui est claire de Meir Shamgar, qu'on ne peut gracier que des personnes qui sont délinquants, et non pas des personnes qui sont, d'ailleurs ça paraît évident, hein, mais que des personnes qui sont délinquants, et non pas des personnes qui sont évidemment innocentées, ou voire qui n'ont fait aucune infraction. Alors, vous avez parlé de la Cour suprême à l'instant. Est-ce qu'il est possible que le président Herzog statue et accepte la demande de Benjamin Netanyahou, conditionnée ou pas conditionnée, mais qu'ensuite, à la suite de recours, eh bien, la Cour suprême invalide cette décision du président de l'État?
Premièrement, c'est possible, puisque, attention, ce n'est pas un recours sur la décision du président, hein, bien entendu, puisque la décision de grâce a un caractère régalien, c'est un caractère donc de tout à fait, j'allais dire, c'est du fait du prince, donc il n'y a pas un appel sur la décision du président. Mais par contre, comme ça avait été fait d'ailleurs dans les années 80, à propos de je reprends cette même décision parce c'est la décision qui est la plus proche de ce qu'on vit à l'heure actuelle. Il y avait eu quand même un pourvoi en justice devant la Cour suprême, et la Cour suprême avait réexaminé, non pas en tant qu'appel, mais avait réexaminé les cadres juridiques. Donc on pourrait considérer que la Cour suprême pourrait annuler la décision de grâce du président. Moi, je ne crois pas qu'elle le fera. Parce que j'allais dire, le président a relativement les coups des franches, et on va pas, la Cour suprême ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles, ou d'ailleurs elles ne sont même pas exprimées souvent dans les grâces présidentielles, il a donné grâce ou pas grâce. D'autant plus sur un procès qui est extrêmement public, auquel finalement on voit que la société israélienne, j'allais dire, est divisée, scindée, polarisée. Donc moi je ne vois pas la Cour suprême dans un cas comme ça intervenir. J'allais dire le feu de cette décision est sur le dos du président, qui en prendra et qui en assumera la décision. Alors, je voudrais avoir si c'était possible, parce qu'on vous interroge uniquement en tant que juriste, mais peut-être j'aimerais avoir peut-être votre appréciation de cette situation en tant qu'Israélien, en tant qu'observateur de la réalité israélienne aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pensez quelque part que une acceptation de cette demande d'amnistie peut calmer les esprits, apaiser une société israélienne qui, comme vous le disiez à l'instant, était fracturée au cours des dernières années? Écoutez, personnellement, je ne le pense pas. Enfin, j'ai un avis un petit peu complexe, c'est-à-dire que pour répondre à votre question, je ne pense pas. Je pense que la société était déjà fracturée avant les procès de Binyamin Netanyahou, mais je crois que les procès de Binyamin Netanyahou n'ont fait qu'aggraver la fracture. Donc c'est pas que ça va résoudre toutes les plaies, je pense que ça peut réduire l'intensité de la fracture, oui. Je pense que de mon côté, moi je ne suis pas contre à cette grâce présidentielle, parce que moi je vois que le prix que la société israélienne paye, 5 ans et demi de procès, on n'a pas fini, hein. Ouais. On n'a pas fini, parce que selon mes évaluations, on en a encore pour au moins 2 ou 3 années. Et puis et puis après il y a les appels. Donc si vous voulez, ça peut durer 10 ans. Donc si vous voulez, on est en train de payer un prix lourd d'un côté à ces procès. Et évidemment, dans toute grâce présidentielle, il y a une atteinte à l'état de droit, il y a une intervention, j'allais dire, de l'exécutif sur le judiciaire, et surtout, il y a une atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce procès, Binyamin Netanyahou n'est pas le seul. Il y a une série Oui. d'autres personnes, on ne parle que de lui, mais il y en a d'autres, qui sont en plein cours de procès. Et si Binyamin Netanyahou est gracié, on risque théoriquement de voir se continuer de manière tout à fait normale les procès contre les autres intervenants. Je parle de Halovitch, je parle d'autres personnes qui risquent d'être condamnées, et Binyamin Netanyahou gracié. Donc, si vous voulez, ça ferait une sorte de... ça porte atteinte à l'égalité des personnes devant la loi. Mais au-dessus de tout ça, je pense que la grâce, pour nous, en tant qu'Israéliens, et pour apaiser un peu les tensions, je pense que je comprendrais le président qui donne cette grâce présidentielle. Une dernière question technique. Est-ce que si les conditions posées par le président à l'acceptation de la demande d'amnistie ne conviennent pas à Binyamin Netanyahou, est-ce qu'il peut faire machine arrière et dire non, alors je retire ma demande d'amnistie et on va continuer le procès comme si de rien n'était? Écoutez, je ne connais pas de précédent à votre question. C'est-à-dire, alors c'est vrai qu'on se trouve dans des cas exceptionnels, mais d'un cas où, si de manière exceptionnelle, de l'exceptionnel, le président vient donner une amnistie sous condition et que Binyamin Netanyahou ne l'accepte pas, on se retrouverait face vraiment à une sorte de vide juridique qui risque de mettre tout le monde très mal à l'aise. Je dois dire qu'une des grosses conclusions qu'on peut tirer de cette affaire, on n'est pas derrière ça, hein, mais la grosse conclusion, c'est qu'il faut vraiment que les politiciens israéliens se réveillent et qu'on s'aperçoit combien la démocratie israélienne est récente et neuve,
mais combien il faut retravailler sur les fondamentaux de cette démocratie. Combien est-ce qu'il faut accepter, comme on l'accepte maintenant, qu'un Premier ministre, le prochain Premier ministre, puisse encore être mis en examen comme ça, ou alors on accepte ce qu'on a appelé en Israël la loi française, Oui. c'est-à-dire l'immunité des poursuites En contre un d'autres Premier termes, ministre existant. Tout ça, il y a une réflexion de base que les politiciens doivent se poser, parce que je pense que c'est vraiment leur devoir de se poser et de légiférer dans ce domaine. en d'autres termes, vous dites il faut une réforme judiciaire, mais d'un commun accord, opposition, coalition, le peuple entier, qui soit capable de modifier, on va dire, certains aspects, on va dire, du monde de la justice aujourd'hui qui sont défaillants. Vous avez absolument raison, Daniel. Quand on appelle de réforme judiciaire, je ne parle pas de cette réforme judiciaire qui a été intentée parce que je ne sais pas comment elle s'appelle vraiment. Mais de toute façon, il faut des réformes judiciaires, c'est évident. Un système judiciaire ne peut pas rester pérenne, de manière pérenne sans réforme. Mhm. Mais ça, c'est vraiment une réforme constitutionnelle où on doit articuler, mais vraiment, les rapports entre l'exécutif, le judiciaire, tout ça, ça doit être pensé, repensé. Et malheureusement, nos politiciens, ils ont plus une tendance à vouloir savoir ce qui va se passer dans leur prochaine réélection, dans les primaires, plutôt que de penser aux fondamentaux. Mhm. Mais vraiment, c'est les fondamentaux, le basement, la base de l'État d'Israël qu'il faut reprendre au niveau légal, parce que le pays ne peut pas se permettre une crise telle qu'on l'a vécue dans les procès, comme le procès avec Benjamin Netanyahu. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Maître Philippe Koskas, d'avoir été avec nous de si bon matin à Paris pour nous éclairer donc sur ces derniers développements, on va dire des développements extrêmement importants, déterminants pour l'avenir de l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Mais Philippe. bonne journée, bonne journée.